Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette séance d'information à propos des programmes de maîtrise en relations industrielles. Alors, mon nom est François Bolduc. Je suis professeur agrégé au département des relations industrielles et je suis directeur des programmes de deuxième cycle. Alors, c'est en ce titre que je vais vous parler aujourd'hui des programmes de maîtrise en relations industrielles. Et je serai accompagné surtout dans la période de questions par Émilie Godreau, qui est conseillère à la gestion des études à la Faculté des sciences sociales et qui pourra venir m'aider s'il y a des questions plus précises, plus embêtantes et même pendant la présentation, si jamais il y a des éléments qui méritent d'être poussés davantage, là, Émilie pourra intervenir pour m'en faire part. Alors, ce que je veux faire avec vous, essentiellement, il y a trois éléments sur lesquels je voudrais revenir lors de cette courte présentation. D'abord, vous présenter brièvement le département des relations industrielles de l'Université Laval, puis peut-être vous dire quelques mots sur les relations industrielles. Alors, qu'est-ce qu'on fait en relations industrielles? Quel type de recherche qu'on fait? Quel type de matière ou quel thème nous intéresse en relations industrielles? Puis ensuite, le cœur en fait, de ma présentation, ce sera vraiment de décrire les caractéristiques des programmes, de deux programmes en fait, de maîtrise qu'on a au département de relations industrielles. Puis ensuite, je répondrai à vos questions. Je voudrais préciser ici que moi, ça sur quoi je vais mettre l'accent aujourd'hui, c'est vraiment les programmes de maîtrise en relations industrielles. Alors, au département, on a un autre programme de maîtrise, là, qui est la maîtrise en ergonomie. Et c'est une de mes collègues qui est directrice du programme de maîtrise en ergonomie, Geneviève Barry-Gingras. Alors moi, là, je n'irai pas sur ce programme-là, je vais vraiment rester sur les deux programmes de maîtrise en relations industrielles. Alors, d'abord, commençons par définir un peu ce qu'on entend par relations industrielles. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ou à quoi on s'intéresse en relations industrielles? Alors, je dirais simplement, dit simplement, en relations industrielles, on s'intéresse au travail et à l'emploi, puis on s'intéresse aux institutions qui participent à la régulation du travail et de l'emploi. Alors, dit de manière peut-être un peu plus pratique, ça nous amène à mettre l'accent sur un ensemble de thèmes qui sont en lien avec le travail, avec l'emploi, avec les instances de régulation, comme les conditions d'exercice du travail, les conditions d'emploi, tout ce qu'on pourrait appeler la qualité du travail, la qualité de l'emploi. On s'intéresse à la gestion du travail, aux différents modes de gestion, à la gestion des ressources humaines, mais on s'intéresse aussi aux impacts des modes de gestion de ressources humaines sur les individus, sur la performance productive, sur la santé des travailleurs. Alors, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des mesures qui vont favoriser la santé, la sécurité. On s'intéresse à l'encadrement du travail, toute la régulation, la question du droit du travail. On s'intéresse aux relations entre les individus et entre les groupes, par exemple entre les représentants des salariés puis les représentants des employeurs. Alors, on met l'accent sur un ensemble de thèmes qui sont en lien avec le travail, l'emploi, les instances de régulation. Puis je vous dirais qu'une des particularités des relations industrielles, c'est qu'on s'intéresse à ces thèmes-là dans une perspective multidisciplinaire. Alors, au département des relations industrielles, mes collègues proviennent de toutes sortes de champs disciplinaires différents, proviennent de la psychologie, de la sociologie, de l'économie, du droit, de l'ergonomie, des sciences politiques. Et ce qu'ils ont en commun, ce qu'on a en commun, en fait, en relations industrielles, c'est d'utiliser toutes ces caractéristiques, tous ces champs disciplinaires-là, ces théories-là, pour étudier un même objet, qui est le travail, l'emploi, les instances de régulation. Alors, ça s'applique ou ça se structure, je dirais, alentour de 4 grands champs d'études qui sont la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité du travail, les relations du travail et les politiques publiques de l'emploi. Alors, ça, je dirais, là, simplement, c'est les grands champs d'études que l'on retrouve au département des relations industrielles. Justement, à propos du département des relations industrielles de l'Université Laval, c'est intéressant de dire que c'est le premier département de relations industrielles fondé au Québec. Il date de 1943. C'est encore aujourd'hui le plus grand centre d'enseignement sur le travail et l'emploi en Amérique du Nord. Et là, ici, c'est évidemment tout cycle d'études confondu, tout programme confondu. Mais c'est 1300 étudiants et étudiantes répartis dans 8 programmes. Alors, comme je vous disais, ces programmes-là, c'est au premier cycle, baccalauréat, certificat, cycle supérieur, dans les programmes de maîtrise et de doctorat. Alors, c'est aussi un corps professoral composé actuellement de 29 professeurs, de 3 chargés d'enseignement, d'un ensemble de plusieurs, en fait, chargés de cours et professeurs associés.
Un élément qui est intéressant pour vous, en fait pour les cycles supérieurs, c'est que le département des relations industrielles est très actif au niveau de la recherche, il est réputé à l'international. Alors, on y retrouve entre autres deux grands centres de recherche internationaux et reconnus, en fait, le CRIMT, le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du travail, et le CRI, le Centre de recherche sur les innovations sociales. Et ça, c'est intéressant pour des étudiants à la maîtrise parce que si jamais vous voulez faire de la recherche, par exemple dans la maîtrise avec mémoire, j'y reviendrai tout à l'heure, ben, vous pouvez peut-être travailler avec des professeurs qui sont des co-chercheurs de ces centres de recherche-là et avoir accès à des possibilités de financement, avoir accès à des possibilités d'avoir un bureau au département, d'avoir accès à du matériel, mais surtout d'avoir accès à des réseaux de chercheurs internationaux, donc participer à des événements de présentation de vos résultats, ce genre de choses. Alors, deux grands centres de recherche, une chaire en partenariat, donc une chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi, un thème d'une grande pertinence sociale. Alors, c'est une chaire qui est dirigée par mon collègue Kamel Béji. Il y a beaucoup de recherches là, qui se fait dans cette chaire-là, des étudiants qui peuvent justement faire leur maîtrise en étant intégrés aux travaux de la chaire. On a une collègue aussi qui est à la tête d'un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, aussi à la tête d'un institut d'éthique appliquée. Et on va avoir là, dans les prochaines semaines une nouvelle chaire en partenariat sur la santé mentale, l'autogestion et le travail. Donc, vous voyez beaucoup de possibilités pour des étudiants qui sont à la maîtrise de travailler avec des professeurs, d'être intégrés à des réseaux de recherche qui sont bien établis. Donc, c'est des opportunités, en fait, pour les étudiants qui arrivent au cycle supérieur. Alors, si on regarde maintenant le programme de maîtrise, on regarde les caractéristiques des programmes de maîtrise en relations industrielles. Alors, déjà, là, partons au plus simple. Il y a peut-être des étudiants là, qui sont au baccalauréat ou vous avez fait des études de premier cycle. Un baccalauréat, c'est 90 crédits. Alors, juste pour vous donner une mesure, un programme de maîtrise, c'est 45 crédits. C'est la moitié en termes de nombre de crédits. Alors, les objectifs de nos maîtrises au département de relations industrielles, c'est de développer une meilleure compréhension des différents enjeux d'actualité qui touchent le monde du travail et de l'emploi dans les organisations. Puis je vous dirais, il y a trois éléments là, qui me semblent importants. D'abord, d'acquérir des connaissances fondamentales en lien avec le travail et l'emploi, d'acquérir des habiletés professionnelles et d'acquérir aussi, puis on verra qu'il y a une maîtrise qui met plus l'accent là-dessus, d'acquérir des méthodes de recherche, des capacités de développer, de mener un projet de recherche, de présenter des résultats de recherche, etc. Je vous dirais que la particularité des maîtrises ou la particularité d'une maîtrise, c'est qu'on essaie d'amener l'étudiant à développer un esprit critique, à prendre du recul par rapport à la matière, à être capable à développer sa capacité d'analyse, à être capable de jouer avec les auteurs, de jouer avec les théories. Alors, on est beaucoup moins dans de l'apprentissage de la matière, mais on est beaucoup plus dans l'utilisation des connaissances. C'est-à-dire, on va amener les étudiants à se positionner par rapport aux connaissances, à être capable de les critiquer, à faire parler des auteurs entre eux, à être capable de voir qu'est-ce qui leur paraît le plus important dans une théorie, dans un écrit, bon, etc. Donc, on amène l'étudiant, je dirais, à développer sa capacité d'analyse, à développer son champ d'expertise, puis à développer sa capacité à prendre du recul par rapport aux écrits, par rapport aux différentes connaissances. Je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'on a un département qui est multidisciplinaire. On a 4 grands champs d'études, mais on a, je dirais, plusieurs domaines d'expertise. C'est-à-dire, quand on regarde sur quoi travaillent nos professeurs, il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pourriez décider de vous investir. Alors, évidemment, on a un de nos domaines d'expertise, c'est le droit du travail. On a aussi des professeurs qui sont plus en économie du travail, en ergonomie, en éthique organisationnelle, en gestion des ressources humaines, en gestion du travail en contexte de mondialisation ou en contexte mondial. On a des professeurs qui s'intéressent à l'innovation en entreprise, à l'organisation du travail, aux grandes tendances dans l'organisation du travail, à la négociation collective, aux conventions collectives, aux politiques publiques de l'emploi et du travail, aux relations patronales syndicales, à la santé et sécurité du travail, au syndicalisme, à la représentation collective, puis à la démocratie au travail. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous définissais ce qu'on fait en relation industrielle, on parle du travail, de l'emploi, des instances de régulation. Tout ça s'inscrit dans 4 grands champs que sont la GRH, la santé et sécurité, les politiques publiques et les relations de travail. Puis ensuite, quand on va de manière un peu plus précise, on voit qu'on a plusieurs domaines d'expertise dans lesquels vous pouvez décider, par exemple, de
travailler dans le cadre de votre maîtrise. Alors, au département de relations industrielles à l'Université Laval, on a 2 programmes de maîtrise. On a une maîtrise qu'on appelle en fait la maîtrise professionnelle, dans laquelle on a plus de cours, il n'y a pas nécessairement de projet de recherche, et on a une maîtrise avec mémoire qui, en fait, ce qu'on retrouve au cœur de la maîtrise avec mémoire, c'est le développement, la mise en œuvre d'un projet de recherche, puis la rédaction d'un mémoire. Alors, je vais arrêter sur chacune de ces maîtrises-là pour vous expliquer correctement quel est le cheminement, et pour voir en fait ce que ça implique, ou en fait quel est le cheminement justement de chacune de ces maîtrises. Alors, si on commence avec la maîtrise professionnelle, alors je vous disais, la maîtrise professionnelle, il n'y a pas de projet de recherche, hein, on est dans une maîtrise où on a beaucoup plus de cours. Alors, son cheminement, là, sur 45 crédits, on a 33 crédits de cours et ça se termine, il y a une activité terminale qui est soit un essai, je reviendrai, je vous expliquerai un peu ce qu'est un essai, ou un IPMT, une intervention professionnelle en milieu de travail. Ça aussi, je vais vous expliquer un peu plus ce que c'est. Alors, déjà, partons des 33 crédits de cours. Ça veut dire en fait que vous devez faire essentiellement 11 cours dans le cadre de cette maîtrise-là. C'est 2 cours obligatoires, un cours de théorie en relations industrielles, puis un cours de méthodologie de la recherche. Puis ensuite, 9 cours à option à choisir selon votre intérêt et selon la disponibilité, évidemment, à l'horaire. Okay? Alors, il y a une grande flexibilité, c'est-à-dire les étudiants décident des cours qu'ils prennent d'une session à l'autre. Alors, vous faites ces 33 crédits de cours-là, et ensuite, la maîtrise se termine avec, vous avez 2 choix, soit vous décidez de faire l'essai. Alors, l'essai, ça consiste en fait à répondre à une question précise à l'aide de l'état des connaissances, à l'aide d'une revue, en faisant une revue de la littérature. Alors, vous allez, je dirais, développer votre expertise dans un thème, un domaine particulier, mais sans avoir besoin, en fait, d'aller sur le terrain. Vous n'avez pas besoin de faire une recherche avec une cueillette de données, etc. Donc, par exemple, vous pourriez dire, prenons un sujet d'actualité, admettons que vous vous intéressez au temps supplémentaire obligatoire pour les infirmières dans le réseau de la santé et des services sociaux. Vous pourriez dire, moi, ce qui m'intéresse, j'aimerais faire un essai sur les causes et les impacts de l'utilisation du temps supplémentaire obligatoire dans le réseau de la santé. Alors, l'essai, vous le faites sous la supervision d'un professeur au département, un ou une professeure, qui va vous diriger, qui va vous encadrer, qui va vous aider à trouver votre littérature, à l'analyser, puis ensuite à rédiger votre essai. C'est l'équivalent de 12 crédits, donc une session à temps plein là-dessus, et ça termine votre maîtrise. Et donc, on vous demande, je reprends mon exemple, on va vous demander d'analyser les causes et les impacts du temps supplémentaire obligatoire. Donc, vous voyez, c'est des thèmes qui sont assez précis, mais c'est des thèmes qui sont choisis par les étudiants, de concert avec le professeur qui va les superviser. Et donc, c'est l'opportunité, je dirais, de développer une expertise dans un domaine qui vous intéresse. Alors, ça, c'est le premier choix dans la maîtrise professionnelle. Le deuxième, c'est l'IPMT, intervention professionnelle en milieu de travail, qui se trouve être en fait un stage de 2e cycle. C'est un stage dans lequel on veut qu'il y ait une dimension stratégique importante. Donc, ce n'est pas juste un stage technique, c'est un stage dans lequel on vous demande d'intervenir en organisation, d'aider une organisation soit à développer ses processus, soit à résoudre des problèmes précis. Et donc, l'IPMT, c'est 540 heures d'intervention en milieu de travail sous la supervision d'un ou d'une professeure du département. Et par la suite, c'est la rédaction d'un rapport d'IPMT, ce sur quoi, en fait, vous allez être évalué. Alors, juste pour vous donner une idée des thèmes sur lesquels on peut faire un IPMT, je suis allé voir dans les dernières années sur quoi avaient porté les IPMT. Alors, puis j'ai essayé d'en sortir dans les différents champs. Là. Alors, en relation de travail, j'en ai vu qui avaient travaillé, par exemple, sur la préparation à la négociation collective pour un acteur patronal, c'est-à-dire probablement une organisation ou une entreprise qui se préparait à aller en négociation collective et qui a demandé à un étudiant, pourriez-vous intervenir chez nous pour nous dire comment est-ce qu'on fait ça, nous aider à encadrer ou structurer notre processus, etc. Une autre IPMT a porté sur l'élaboration d'un plan de main-d'œuvre dans une organisation du secteur de la santé et des services sociaux. Alors là, on est un peu plus en gestion des ressources humaines. Pour avoir une image, en fait, de nos ressources humaines actuelles, puis savoir, en fait, quels vont être les besoins de ressources humaines pour le futur. J'ai vu une IPMT qui avait porté sur la mise en place de mesures d'accès à l'égalité et de gestion de la diversité dans une grande entreprise publique. Donc, une entreprise qui dit comment on fait pour mettre ça en place, là, des mesures de gestion de la diversité, qui a demandé à un étudiant d'intervenir là-dessus.
J'en ai vu une qui portait sur le développement d'un protocole d'accompagnement de retour au travail après des problèmes de santé psychologique. Alors, vous voyez, c'est vraiment une intervention de l'étudiant, de l'étudiante, à la fin de sa maîtrise, qui va intervenir dans une organisation pendant une session et qui va rédiger un rapport sur lequel la personne va être évaluée. Alors, ça, c'est pour la maîtrise professionnelle. Si on regarde la maîtrise avec mémoire, alors là, je vous dirais, au cœur de cette maîtrise-là, il y a le développement puis la mise en œuvre d'un projet de recherche où on a allé sur le terrain. Alors, vraiment un projet de recherche empirique. Alors, ce qu'on appelle en fait le mémoire. Alors, cette maîtrise-là, elle est composée d'abord de 15 crédits de cours, donc 5 cours, 2 cours obligatoires, un cours de théorie, un cours de méthodologie, et 3 cours à option, à choisir selon l'intérêt des étudiants. Puis ensuite, c'est 30 crédits pour le mémoire. Alors, le mémoire, c'est donc de développer puis de réaliser un projet de recherche sous la supervision d'un ou d'une professeure du département. Puis il peut même avoir un co-directeur ou une co-directrice qui intervient dans le processus si besoin. C'est, je dirais, pour les étudiants, l'occasion vraiment de développer une expertise. Développer une expertise d'abord dans comment est-ce qu'on développe un projet de recherche, comment est-ce qu'on pense ça, c'est quoi les différentes étapes. C'est aussi dans sa capacité à réaliser une revue de littérature, à rédiger des résultats ou à analyser des résultats de recherche, mais aussi de développer une expertise dans un thème qui vous intéresse. Parce que le mémoire, en fait, les étudiants choisissent le thème sur lequel ils vont travailler. Alors, lors de l'admission, puis j'y reviendrai tout à l'heure, mais lors de l'admission, on ne demande pas aux étudiants d'avoir déjà un projet de mémoire ou d'avoir déjà un directeur. C'est là, suite à leur admission, ils vont aller discuter avec des professeurs du département pour essayer de voir s'il y a des projets dans lesquels ils pourraient être impliqués, pour essayer de voir s'il y a des professeurs qui sont intéressés à les superviser pour travailler sur un thème précis. Donc, c'est vraiment l'opportunité de développer votre champ d'expertise sur un thème qui vous intéresse et dans lequel vous avez le goût, en fait, de devenir un expert reconnu. Alors, vous dire quelques mots aussi sur les caractéristiques, je dirais peut-être pédagogiques de la maîtrise. Bon, si on regarde les approches pédagogiques, peut-être qu'il y a des étudiants qui sont au baccalauréat actuellement. Un des éléments qui différencie beaucoup les cycles supérieurs, c'est qu'on va être beaucoup plus dans une approche de séminaire, c'est-à-dire une très grande implication en classe des étudiants. Ça va être il y a relativement peu de cours magistraux de 3 heures donnés par le professeur. Souvent, les étudiants prennent une place importante dans les discussions, dans les réflexions dans le cadre des séances. Et donc, évidemment, ça demande du travail parce qu'on demande aux étudiants de préparer la séance, d'avoir fait leur lecture, etc. Mais c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Un autre élément souvent qui surprend les étudiants qui arrivent à la maîtrise, c'est qu'on est dans des groupes qui sont relativement petits, entre 15 et 25 étudiants, ce qui permet une certaine proximité avec les professeurs, mais aussi une proximité avec les collègues. Donc, la possibilité de discuter, la possibilité de se poser des questions, de voir ensemble, de réfléchir des textes ensemble, etc. Les modes d'évaluation aussi ne sont pas les mêmes qu'au premier cycle. On a relativement peu d'examens. Ça va être principalement des comptes rendus critiques, des présentations en classe, ça va être des comptes rendus de texte, des travaux de session, etc. Alors ça, c'est pour l'approche pédagogique. Peut-être vous dire aussi qu'on a la possibilité on a un profil international. En fait, nos étudiants au deuxième cycle ont la possibilité d'effectuer un séjour d'études d'1 ou 2 sessions dans une université partenaire à l'étranger ou dans une autre province au Canada. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement du profil international. La seule chose que je vous dirais, c'est si vous faites une demande d'admission, par exemple, pour l'automne prochain et que ça vous intéresse, le conseil que je vous donne, c'est qu'il faut mettre en marche les démarches pour le profil international le plus rapidement possible. Parce qu'une des caractéristiques d'une maîtrise, c'est que c'est relativement court. 45 crédits, on peut faire ça en 2 ans. Et donc, des fois, on a des étudiants qui vont faire l'erreur d'attendre, ils font leur première année de cours, puis là, au bout d'un an, ils se disent « Ah, ben peut-être je pourrais aller au profil international ». Et là, il manque tout simplement de temps, il manque de sessions. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je dirais dès l'admission, il faut commencer à voir qu'est-ce qui serait possible, puis mettre en place les démarches. Vous dire aussi qu'il y a plusieurs possibilités de bourses, de soutien financier pour les étudiants qui sont au cycle supérieur. Il y a la possibilité d'avoir des contrats d'auxiliaire de recherche, donc de travailler avec des professeurs qui font de la recherche, qui ont des subventions pour faire de la recherche. Par exemple, pour retranscrire des entrevues, faire du codage, faire des revues de littérature pour le professeur, donc auxiliaire de recherche, ou encore auxiliaire d'enseignement.
faire de la surveillance d'examen, de la correction d'examen, bon, ce genre de choses-là. Pour les étudiants qui sont au mémoire, il y a au département toutes sortes de bourses d'excellence, une fois par année, qui sont données aux étudiants qui sont au mémoire. Et il y a aussi pour l'ensemble des étudiants au deuxième cycle, ce qu'on appelle des bourses de réussite, c'est-à-dire que si les étudiants respectent leur cheminement régulier au programme, il y a certains jalons où ils peuvent recevoir une bourse. Ils en font la demande, ils vont recevoir une bourse. Alors, bref, il y a toutes sortes de moyens de soutien financier. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est d'aller voir sur le site du programme. Alors déjà, là, vous allez avoir accès à l'ensemble des bourses possibles ou encore du Bureau d'aide financière de l'Université Laval. Puis là encore, vous allez avoir des détails. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des cours options à faire, des cours obligatoires et des cours options. Juste pour vous donner une idée de ce qui nous intéresse, en fait, à la maîtrise, j'ai sorti quelques exemples, en fait, de cours à options que les étudiants peuvent choisir. Évidemment, ces cours-là ne sont pas offerts à chaque année ou à chaque session. C'est dépendamment des ressources disponibles, mais ça, c'est tiré de notre liste de cours à options. Alors, en GRH, par exemple, on a le cours gestion des ressources humaines, aspect stratégique, le cours évaluation de la gestion des ressources humaines, le cours système de rémunération, aspect juridique de la gestion des ressources humaines. En relations de travail, on a le cours les relations du travail dans le capitalisme moderne. On a un cours plus là, en politique publique qui est innovation dans les politiques publiques de l'emploi, emploi atypique et défis de représentation collective, innovation en entreprise et ergonomie, enjeux des régimes de retraite, les futurs de l'emploi, relations du travail dans les secteurs publics, aspects comparés, travail, emploi et immigration, travail, santé mentale et société, femmes, genre et travail. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais qu'une des caractéristiques en relation industrielle, c'est d'avoir plusieurs regards disciplinaires différents, puis de nombreux champs d'expertise, bien, vous le voyez là-dedans. En fait, ce qui est la caractéristique commune, c'est de s'intéresser au travail, à l'emploi, aux instances de régulation, aux relations entre les individus et les groupes, mais on le fait avec plusieurs thèmes différents. Alors, si on regarde les impacts de la maîtrise sur l'employabilité, bon, alors là, évidemment, ce que je vous montre là date d'avant la COVID. Là, les chiffres que l'on a, c'est janvier 2019. Mais il y a deux chiffres qui me semblaient intéressants, ou deux statistiques qui me semblaient intéressantes à vous montrer. D'abord, sur l'accès à l'emploi. Alors, les chiffres qu'on a là, du service de placement nous disaient que lorsqu'on regarde au Québec, pour tous les diplômés de la maîtrise en relations industrielles, pas juste de l'Université Laval, de l'ensemble du Québec, donc les diplômés de la maîtrise en relations industrielles de 2017, lorsqu'on regarde où ils sont rendus en 2019, en janvier 2019, 87 % sont en emploi. De ce 87 %-là, 100 % sont en emploi à temps plein et près de 77 % sont dans un emploi en lien avec leur formation. Et si on regarde sur le salaire, là, on a des chiffres spécifiquement pour les diplômés de la maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval. Et c'est le même principe, diplômés de 2017, puis on regarde rendu en 2019. Ces diplômés-là gagnaient un salaire hebdomadaire brut moyen de 1 300 $. Je veux vous présenter aussi quelques exemples de débouchés professionnels, c'est-à-dire où vont travailler les étudiants qui sont nos diplômés, en fait, de la maîtrise en relations industrielles. On en a qui deviennent conseillers, conseillères en gestion des ressources humaines, conseillers, conseillères en prévention, en réadaptation, en dotation. On a des conseillers, conseillères en relations du travail, des conseillers, conseillères syndicales, des conseillers syndicaux. On a des diplômés qui vont travailler en équité en matière d'emploi, en santé-sécurité, que ce soit comme inspecteur, inspectrice, conseiller, conseillère. On a des étudiantes qui vont obtenir des emplois de directeur ou directrice des ressources humaines, de négociateurs patronaux ou syndicaux, ou encore qui vont travailler dans des ministères, par exemple, comme agents ou agentes de recherche et de planification socio-économique. Alors, j'arrive à l'admission. Alors, qu'est-ce qu'on demande, en fait, pour être admis dans nos programmes de maîtrise? Alors, je dirais d'abord, les admissions à la maîtrise en relations industrielles, elles se font à l'automne, à l'exception des étudiants qui proviennent du bac en RI, où là, on fait une exception, puis on peut les admettre aussi à l'hiver. Gardons en tête que les admissions, elles se font à l'automne. Ce que l'on demande essentiellement, c'est d'avoir une moyenne de 3 dans les études de premier cycle, 3 sur 4,33. On va demander aussi dans le dossier d'admission un CV, pour votre expérience professionnelle, et une lettre de motivation.
dans laquelle, en fait, on vous demande de nous expliquer ce qui vous intéresse dans la maîtrise en relations industrielles, les raisons qui motivent votre demande, donc, bref, les raisons qui vous amènent à faire cette demande d'admission. Alors, pour les candidats diplômés du bac, donc on demande une moyenne de 3 avec le CV, la lettre de motivation, et ces diplômés-là peuvent faire la demande à l'automne, mais aussi à l'hiver. Si jamais dans les participants et participantes à la séance d'aujourd'hui, il y a des étudiants actuellement au baccalauréat en relations industrielles, sachez qu'il y a moyen, je dirais, de faciliter l'accès à la maîtrise en relations industrielles. Il y a 2 moyens principaux, que sont le passage intégré et le profil distinction. Alors, dans les 2 cas, c'est si vous avez fait 60 crédits et plus dans le cadre de votre bac. Si vous avez une moyenne de 3, vous pourriez aller par le passage intégré. Et dans le passage intégré, on va vous donner l'opportunité de faire 3 à 12 crédits de cours dans les cycles supérieurs. C'est-à-dire que vous restez au baccalauréat et vous avez l'opportunité dans votre dernière année d'aller faire des cours de maîtrise. Donc, d'aller voir est-ce que ça vous intéresse, est-ce que c'est aussi intéressant que M. Bolduc me l'a présenté, et ça ne vous oblige absolument pas d'aller à la maîtrise. C'est-à-dire, si jamais vous dites, ben, finalement, ce n'est pas pour moi, ou je me suis trouvé un emploi, ou peu importe, ben, ces cours-là vont être crédités dans le cadre de votre baccalauréat. Le profil distinction, c'est aussi des étudiants qui ont 60 crédits de fait. Cependant, on leur demande d'avoir une moyenne un peu plus élevée, de 3,33. Et là, ils ont l'obligation de faire 12 crédits de cycle supérieur. Mais c'est le même principe. S'ils ne continuent pas au cycle supérieur, ces crédits-là ces cours-là vont être crédités dans le cadre de leur bac. Alors, pour les étudiants qui ne proviennent pas des relations industrielles, c'est le même principe, une moyenne de 4, un CV, une lettre de présentation. Et là, sachez qu'avant d'être, je dirais, admis dans le cheminement, puis d'avoir à faire les cours obligatoires, les cours options, on peut vous demander une scolarité préparatoire. Alors, la scolarité préparatoire, il ne faut pas la voir comme un obstacle à l'accès à la maîtrise, mais bien comme un moyen d'intégrer, je dirais, plus facilement à la maîtrise. Et en fait, nous, au département, on a 4 cours qui sont dédiés, en fait, à la scolarité préparatoire. Alors, vous pourriez vous faire demander de faire un maximum de 4 cours. Dépendamment de votre dossier, ça peut aller entre 1 et 4 cours. Ces cours-là, ce sont fondements en relation du travail, fondements en politique publique de l'emploi, fondements en gestion des ressources humaines et fondements en santé et sécurité du travail. Et ces cours-là, en fait, la particularité qu'ils ont, c'est de regrouper des étudiants qui sont admis à la maîtrise, mais qui ne proviennent pas des relations industrielles. Alors, ces cours-là, ils ne sont pas contributoires à votre maîtrise. Cependant, vous êtes assis avec d'autres étudiants qui viennent d'être admis, qui proviennent, quelqu'un vient de psycho, quelqu'un vient d'un autre, vient d'ergonomie, peu importe, là, vient d'économie ou vient de sciences politiques, bon, peu importe, vous êtes avec des gens qui viennent de différents diplômes et vous avez en commun d'intégrer la maîtrise. Et donc, on vous donne les cours, les notions de base pour être capable de bien intégrer la maîtrise en relations industrielles. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Évidemment, je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Il me fera plaisir là, de répondre à vos questions. Alors oui, bien, merci beaucoup, M. Bolduc. C'était fort intéressant. J'aimerais maintenant laisser l'occasion à nos participants et participantes de poser leurs questions, puisque nous sommes rendus à cette étape de la séance. Je rappelle que M. Bolduc est accompagné d'Émilie Godreau, qui est conseillère à la gestion des études pour les programmes en relations industrielles. Donc, tous deux peuvent répondre à vos questions. Alors, je vous rappelle d'utiliser la section questions-réponses plutôt que le chat dans la plateforme. Alors, n'hésitez surtout pas. Nos animateurs sont là pour répondre à toutes vos questions. Alors, je vois que nous avons déjà quelques questions qui viennent d'être entrées. Première question, quelle est la différence entre la maîtrise professionnelle et la maîtrise mémoire? Ben, en fait, là, je vous dirais, il faut vraiment voir que dans la maîtrise avec mémoire, au cœur de ce programme-là, il y a la réalisation d'un projet de recherche, le développement puis la mise en œuvre d'un projet de recherche, ce que l'on ne retrouve pas dans la maîtrise professionnelle, dans laquelle on va avoir beaucoup plus de cours. Alors, comme je vous disais, là, la maîtrise professionnelle est composée de 33 crédits de cours, suivi d'un essai ou d'une PMT. Quand on va dans le profil mémoire, là, vraiment,
développe son expertise à travers la réalisation d'un projet de recherche. Alors, des fois, ce qui inquiète un peu les étudiants, ils ont l'impression que lorsqu'on fait un mémoire, c'est comme si on était moins dans des... On s'éloignait en fait de l'employabilité si on veut avoir des emplois professionnels, alors que, en fait, le projet de recherche sur lequel vous allez travailler, c'est vous qui le développez. Et c'est des thèmes qui sont près du terrain, en fait. C'est sensiblement les mêmes thèmes. Euh, donc, on n'est pas dans de la recherche, là, où on est très, très loin d'enjeux empiriques en relation industrielle. Alors, mais je dirais, la principale différence, c'est ça. C'est l'importance du projet de recherche dans la maîtrise avec mémoire, puis l'importance des cours dans la maîtrise professionnelle. Merci de la distinction. J'ai une autre question ici. Peut-on travailler à temps plein en même temps que faire nos maîtrises? En fait, il n'y a pas d'obligation d'être à temps plein. Alors, vous pourriez très bien là, faire votre scolarité. Il n'y a rien qui vous empêche de faire un cours par session et puis rouler comme ça. Je dirais là où c'est un peu plus un enjeu embêtant, puis encore là, il n'y a rien qui oblige, mais disons, le conseil que je donnerais, c'est quand on arrive à la fin de la maîtrise professionnelle, par exemple, puis que là, on est rendu à rédiger un essai, ben là, il faut quand même avoir le temps de le faire, le temps de consacrer. Pour le stage, ben là, il faut faire un 540 heures en milieu de travail. Alors, il y a un moment où il faut avoir le temps à consacrer à ça, mais donc pour toute la scolarité, il n'y a rien qui oblige à être à temps plein, absolument pas. Sauf quand on arrive à l'essai ou à l'IPMT, ben là, il faut avoir suffisamment de temps pour le réaliser. Dans le cas du mémoire, il n'y a rien aussi qui oblige à être à temps plein, mais je dirais que c'est le même enjeu. C'est-à-dire que si vous faites des entrevues sur le terrain, puis qu'ensuite vous les analysez, puis vous rédigez, bon, ben, si vous faites ça à temps partiel, à un moment donné, ça risque de s'étirer, puis ça risque d'être plus difficile d'arriver à la fin. Mais une fois qu'on a dit ça, il n'y a rien qui oblige à être à temps plein. Merci. Une autre question, c'est quoi la plus-value de la maîtrise lorsqu'on a déjà un bac en relations industrielles? Ben, je dirais la plus-value, c'est de développer, je dirais le regard qu'on porte sur la matière n'est pas la même. Ce qui nous intéresse, c'est sensiblement les mêmes thèmes. On reste dans l'étude du travail, de l'emploi. Mais là, ici, on est dans, je dirais, développer son expertise, son esprit critique, prendre du recul par rapport à la matière. L'idée, c'est d'être capable de jouer avec les connaissances. Alors, vraiment, on est dans un approfondissement de son expertise, dans l'approfondissement, je dirais, de sa capacité d'analyse, l'approfondissement de sa développement de ses connaissances aussi. On va une étape un peu plus loin. Alors, puis là, peut-être des fois, ce qui peut inquiéter les étudiants qui proviennent du bac, c'est est-ce que je vais voir les mêmes choses? En fait, on s'intéresse aux mêmes thèmes, mais on s'en va, je dirais, une étape plus loin, où là, on va vous demander d'être capable de vous positionner par rapport à ce que vous avez à lire, d'être capable d'en discuter, d'être capable de débattre, d'être capable de voir les forces des textes qui vous sont présentés en classe, d'être capable de prendre position par rapport à des enjeux importants. Alors, puis vous voyez tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais aussi des méthodes pédagogiques qui ne sont pas les mêmes. Au baccalauréat, on est un peu moins là-dedans. Au baccalauréat, on est un peu plus dans l'acquisition de connaissances, puis on va tester, en fait, si vous avez bien acquis ces connaissances-là. Lorsqu'on arrive à la maîtrise, là, on est moins dans. Il y a moins de tests, là, par exemple, dans les mesures d'évaluation. On va être plus dans des présentations orales, on va être plus dans des travaux de session, on va être plus dans des comptes rendus critiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressortez de ce texte-là, qu'est-ce qui vous paraît important, quelles sont les forces, les faiblesses de cette théorie-là, de ces auteurs-là. Alors, on est vraiment dans, je dirais, le regard que l'on porte n'est pas le même. Puis on est dans le développement d'une expertise, on prend du recul par rapport à la matière, puis on est capable de développer sa capacité d'esprit critique davantage, je veux dire. Merci. Une question un petit peu plus technique maintenant. Est-ce qu'il y a une scolarité préparatoire pour un étudiant avec un baccalauréat dans un autre programme et un certificat en relations industrielles? Il faut savoir que les cours obligatoires du certificat ne sont pas nécessairement les 4 cours que vous avez mentionnés dans votre présentation. Oui. Alors, la façon dont ça fonctionne lorsqu'on reçoit les dossiers de demande d'admission, puis c'est pour ça qu'on met un CV, qu'on demande un CV, qu'on demande une lettre de recommandation, qu'on demande vos relevés de notes, c'est qu'on va regarder l'ensemble, je dirais, du dossier. Et si on a un étudiant, puis là, je ne veux pas m'avancer trop, là, je ne veux pas vous dire oui, vous avez fait un certificat, donc il n'y aura pas de cours, mais
moi, ce que je vais regarder, c'est quels sont les cours que cette personne-là a fait, quelle est l'expérience que cette personne-là a. Donc, quelqu'un qui aurait étudié dans pas moi, en gestion des ressources humaines, puis qui aurait fait un bac en ressources humaines, puis qui a de l'expérience là-dedans, même s'il n'a pas fait un baccalauréat en relations industrielles, ben, il y a des bonnes chances que je ne l'envoie pas faire, que je ne lui demande pas de faire le cours de fondement en gestion des ressources humaines. Alors, je ne veux pas trop m'avancer parce que chaque dossier est différent. Mais moi, vraiment, lorsque je regarde le dossier, l'idée, c'est de dire, cet étudiant-là, est-ce qu'il a les connaissances qu'il faut pour en fait être intégré à la maîtrise? Ça se peut qu'il en ait une partie, puis ça se peut que des fois, il manque quelque chose. Ah, il n'a jamais fait de cours de politique publique de l'emploi. Bon, ben, je vais lui demander de faire le cours de fondement en politique de l'emploi. Ah oui, il n'a jamais fait de cours de santé et sécurité, je vais lui demander ce cours-là. Mais si, en regardant la totalité du dossier, j'ai l'impression que l'étudiant a tout ce qu'il faut, ben, je ne vais pas lui demander de faire des cours de fondement pour le plaisir. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Euh, moi, je dirais la meilleure chose à faire, c'est de faire sa demande d'admission, puis même, sinon, de nous envoyer en fait des questions, puis on peut se rencontrer. Un étudiant qui se demande en fait qu'est-ce qu'il y aurait comme scolarité préparatoire, ça me ferait plaisir de regarder son dossier puis de voir avec lui à quoi ça pourrait ressembler. C'est du cas par cas. Oui, oui, tout à fait. Oui, OK. Une autre question ici, un petit rappel. Le passage intégré, c'est combien déjà? Quelle est la cote pour y avoir accès? Comment faire pour obtenir ce statut? Ben, en fait, on demande qu'il y ait 60 crédits de fait au bac et que l'étudiant ou l'étudiante ait 3 de moyenne. 3 sur 4,33. Et si tel est le cas, moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de contacter Émilie Godreau, qui est l'experte de ça et qui, là, après, va vous prendre en charge là, pour les éléments plus techniques, là, comment est-ce que ça fonctionne et puis comment est-ce qu'on intègre la personne dans le passage intégré. Parfait. Alors, notez Émilie Godreau. Alors, combien d'heures en entreprise pour l'IPMT? 540 heures. Oui, c'est l'équivalent d'une session là, à temps plein, en tout cas. C'est 540 heures. Il faut voir avec l'IPMT, comme l'essai, c'est une activité de 12 crédits. Alors, on considère là, que c'est une session à temps plein. Ce qu'on demande, et là, évidemment, là, chaque IPMT est différent. Encore une fois, là, on est dans du cas par cas parce que chaque IPMT se fait dans une entreprise qui n'est pas la même, avec un thème qui n'est pas le même, etc. Mais c'est 540 heures d'intervention. Ça, c'est ce qu'on demande. Et là-dedans, on demande à l'étudiant aussi d'être en mesure de commencer à travailler sur son rapport du PMT, sur quoi il va être évalué là, quand il va avoir terminé son stage. Très bien. Une question ici, si quelqu'un fait un bac en relations industrielles dans une autre université en ce moment, est-ce qu'il a accès au passage intégré et au profil distinction? À ça, là, je passe la parole là, à Émilie parce que moi, je n'ai jamais vu ce cas-là. Oui, ben dans le fond, tout ce qui est passage intégré, profil, distinction, c'est des arrimages de programme à programme à l'Université Laval. Donc, non, malheureusement, c'est pas possible. Si vous faites un bac dans une autre université, de pouvoir avoir un. Peut-être qu'il existe quelque chose de similaire avec une maîtrise dans votre université. Puis à ce moment-là, après, on peut voir est-ce qu'il y a des cours qui peuvent être équivalents. Tu sais, là, il y a tout un ménage, mais c'est sûr que ce serait pas possible là, je crois que c'est à l'UQO, là, en tout cas dans la question, si vous faites le bac à l'UQO, Oui. de faire des cours de l'Université Laval, ça ne marche pas, là. Merci, Émilie. Autre question. Lorsqu'on fait le profil distinction, est-ce qu'on peut entrer les 2 cours obligatoires de la maîtrise avec mémoire? Car sinon, on fait un cours à option de trop. Émilie, Je peux peut-être y aller, oui. oui. Dans le fond, comme je le disais, c'est des ententes de programme à programme, puis les cours qui sont autorisés autant dans le cadre du profil distinction que du passage intégré, les cours qui sont autorisés, ce sont les cours optionnels de la maîtrise. Donc, c'est pas possible de faire les cours obligatoires. Donc, effectivement, vous l'avez bien calculé, un profil distinction, on parle de 12 crédits obligatoirement, alors que dans le cheminement de la maîtrise avec mémoire, il y a seulement 9 crédits de cours optionnels. Donc, c'est sûr qu'on peut le voir comme, bon, on fait un cours de trop. Par contre, il faut se souvenir que les cours du profil distinction, ils sont contributoires à la fois au bac
Donc, ils sont faits, ils sont récupérés pour la diplomation au bac. Donc, ils ne sont pas techniquement faits pour rien, là. C'est sûr que si quelqu'un s'intéresse vraiment à la maîtrise avec mémoire, bien à ce moment-là, il faut peut-être regarder l'option du passage intégré où on peut faire de 3 à 12 crédits. Donc, là, à ce moment-là, on pourrait venir faire le 9 crédits si c'est la maîtrise avec mémoire qui est ciblée. Merci. On enchaîne une autre question. Est-ce que l'IPMT est rémunéré? Oui, en fait, c'est assez récent, là, mais on a pris une position là, en comité de programme ou nos stages là, de cycle supérieur. L'IPMT, on demande à ce qu'il soit rémunéré. Oui. Merci bien. Et je crois que c'est la dernière question. Pour le passage intégré, le profil distinction, les crédits sont comptés dans quelles règles du cheminement du baccalauréat? Donc ça dépend. Dans le fond, chacun des cours de maîtrise ont un thème particulier. Là. Dans le fond, ils sont dans un champ d'expertise. Puis à ce moment-là, on va essayer d'arrimer si le cours parle de politique publique, ben, c'est sûr qu'on va l'entrer dans la règle 3 du baccalauréat. C'est un cours qui parle plus de droit du travail, relations de travail, règle 1. Donc, ça encore là, lorsqu'on remplit les documents là, soit pour le profil ou le passage intégré, on regarde ça ensemble. On voit aussi qu'est-ce qui vous manque dans votre cheminement parce qu'il ne faut pas oublier que pour diplômer du baccalauréat, il faut faire minimalement un cours dans chacune des règles 1 à 4. Donc, on va s'assurer que vous répondiez aux conditions de diplomation du bac, puis on va venir faire des choix qui peuvent être stratégiques aussi au niveau de la maîtrise. Mais encore là, moi, je suis là aussi pour vous accompagner là-dedans, là, pour faire les bons choix, puis on regarde ça au cas par cas, là, où les cours vont s'intégrer dans votre cheminement, mais c'est certain qu'ils vont entrer dans les règles 1 à 5 dans les cours optionnels du baccalauréat. Parfait. Alors, il n'y a plus de questions. Alors, la période de questions est maintenant terminée. Merci à nouveau à vous deux, encore une fois, de votre participation. Et je ne sais pas, peut-être, M. Bolduc, un mot de la fin? Ben, écoutez, en espérant vous voir dans nos programmes de maîtrise, je dirais, en espérant voir vos demandes d'admission passer. Puis, je pense que Mme Picard là, va laisser les coordonnées, mais si jamais vous avez des questions, il ne faut pas se gêner de nous contacter, que ce soit moi ou que ce soit Émilie Godreau. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions plus précises. Alors, ça a été agréable, puis ben, au plaisir de vous côtoyer dans nos classes. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de donner l'adresse courriel de M. Bolduc. Alors, c'est françois.bolduc@rlt pour relations industrielles, .ulaval.ca. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.